Dans un hôtel de la place s'est tenue ce mercredi 15 octobre 2025 une rencontre importante entre le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Médard Milandou, et les professionnels des médias de Pointe-Noire. Cette première visite de travail du président du Conseil supérieur de la liberté de communication avec les médias de Pointe-Noire, marquée par des échanges fructueux, a été ouverte par le mot du délégué du Conseil supérieur de la liberté de communication Pointe-Noire-Kouilou, Léon Jean-Félix Evongo, qui, au nom des professionnels des médias, a souhaité la bienvenue au président du Conseil supérieur de la liberté de communication, formulé des vœux de succès, de réussite totale pour sa mandature et a présenté les doléances des professionnels de l'information et de la communication de Pointe-Noire. À l'occasion de votre première visite de travail à Pointe-Noire, en votre qualité du président du Conseil supérieur de la liberté de communication, les personnels des médias, ainsi que celui de la délégation du Conseil supérieur de la liberté de communication de Pointe-Noire et du Kouilou, associent leur voix à la mienne pour vous saluer très chaleureusement et vous souhaiter la bienvenue dans notre ville. Monsieur le Président, l'on se souviendra qu'en août dernier, il a plu au chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, de vous confier les rênes du Conseil supérieur de la liberté de communication. Aujourd'hui, vous voilà devant nous et en cette occasion solennelle, permettez-moi de vous adresser très respectueusement les félicitations des acteurs de la communication de Pointe-Noire. Par ma modeste voix, ils formulent à votre égard les vœux sincères de succès, de réussite totale tout au long de votre mandature. Monsieur le Président, la délégation du Conseil supérieur de la liberté de communication de Pointe-Noire et du Kouilou entretient avec les acteurs de la communication et de l'information des relations courtoises et professionnelles. Entre les deux parties, les échanges sont fréquents. De ces échanges, la délégation du Conseil a épinglé quelques préoccupations qui tiennent à cœur les médias. Il s'agit des montants de la redevance annuelle qualifiés d'exorbitants pour certains. Ce fait constitue pour eux un prétexte pour ne pas s'acquitter de cette obligation. De l'épineuse question de l'aide publique à la presse, qui chaque jour génère des interrogations, notamment sur le fonds d'appui à la presse. De la réduction de la liste des pièces exigées pour l'obtention de la carte d'identité de journaliste professionnel assimilé et de journaliste honoraire. Prenant la parole pour son mot de circonstance, le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Médard Milandou, a exprimé l'honneur qu'il ressentait d'être en face de ces acteurs clés du secteur médiatique de Pointe-Noire, a précisé que cette visite s'inscrivait dans une volonté de dialogue direct et constructif avec les médias locaux, rappelant également le rôle essentiel du Conseil supérieur de la liberté de communication. Comme vous le savez, Pointe-Noire est, en tenant compte du paysage médiatique de notre pays, la ville qui abrite près d'une trentaine d'organes de presse dont l'impact est avéré dans le traitement de l'actualité nationale. Je suis venu pour parler avec vous, pour vous écouter. Et comme je viens de le dire, c'est un grand honneur que j'éprouve d'être en face de vous, en face de ceux qui font l'actualité, de ceux qui fabriquent l'actualité, qui diffusent l'actualité de la capitale économique de Pointe-Noire et qui donnent des informations sur l'actualité nationale aux habitants de Pointe-Noire et certainement de ceux qui vous reçoivent dans la périphérie de Pointe-Noire. Le Conseil supérieur de la liberté de communication est cet élément et cette institution qui régule la communication, l'information, la circulation de l'information, la circulation de tout ce qui est
message dans notre pays. Et là, également, beaucoup de rôles à jouer, dont celui de garantir aux citoyens le libre accès à l'information et à la communication, celui de suivre les médias et assurer leur protection contre les menaces et les entraves dans l'exercice de leurs fonctions d'information libre et complète, de favoriser la libre concurrence, l'expression pluraliste des courants et pensées d'opinion, de veiller à la non-diffusion des informations qui ne concourent pas à la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Il convient de noter que cette première rencontre du président du Conseil supérieur de la liberté de communication avec les médias de Pointe-Noire marque le début d'une série d'échanges appelés à se poursuivre. Combat contre le paludisme, véritable ennemi de l'homme. Dans les 6 arrondissements de Pointe-Noire, la distribution des moustiquaires se poursuit sans bavure. Les ménages les reçoivent gratuitement avec plaisir. Plus de peur que de mal. La durée de protection est de 3 ans. La durée de protection de moustiquaire, lorsqu'elle est bien entretenue, est de 3 ans. Mais si vous n'entretenez pas bien la moustiquaire, vous la lavez avec les détergents, vous la mettez au soleil à tout moment, en ce moment-là, effectivement, nous n'aurons peut-être pas cette durée. Consigne à respecter coûte que coûte pour être à l'abri des piqûres de moustiques et s'éloigner du paludisme. Une fois reçu la moustiquaire, permettez-moi de répéter, ce n'est pas, les gens ont tendance à dire s'il y a des produits, je dois aller laver tout de suite. Ce n'est pas le cas. On a dit étaler. Étaler, ne pas mettre au soleil, mettre à l'ombre. Après, vous utilisez, tel que la directrice l'a décrit ici, la moustiquaire peut se trouver, ce n'est pas un problème. Prenez un fil, l'aiguille, passez l'aiguille, le fil tranquillement, vous avez votre moustiquaire sans pourtant permettre à ce que les moustiques puissent traverser. Une infrastructure scolaire qui se veut un cadre agréable d'apprentissage doit reprendre à plus d'un critère, notamment la discipline, qui se définit comme l'ensemble des règles de conduite communes à tous ceux qui font partie d'un corps, d'un métier. Le respect des bonnes pratiques et de l'éthique. Parlons de la discipline à l'école. Élèves et enseignants, sous l'égide de l'administration scolaire, doivent jouer à chacun son rôle, prenant une part active à l'éradication de l'incivisme, au respect des interdits, tels que les tenues scolaires fantaisistes, le port des écouteurs, le non-respect des horaires, chevelure non confort, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, chaque parent a besoin que son fils soit discipliné, mais aussi sécurisé. Tous nous connaissons le vent qui souffle ça et là, on nous parle des comportements mauvais, et ainsi Afrique a frappé fort pour la sécurité. Et aussi pour la discipline, parce que l'école, c'est comme une armée, notamment dans l'arrivée des enfants. Comment les punir, comment les traiter, comment veiller sur les enfants. Et les enfants de pair avec les enseignants. Et nous avons aussi le côté sécurité. Pendant que c'est au bureau, nous avons 3 camarades qui sont de la cour en train de sillonner pour voir ce qui se passe à l'école. Donc j'ai 3 surveillants de couloir qui me rendent toutefois compte. Nous, on a un agent spécial, on a placé tout juste au portail. Chaque fois qu'il y ait l'arrivée des élèves le matin, tout comme l'après-midi, il passe par un fouillement des sacs. Il fouille chaque élève, les sacs. Parfois, il peut retrouver le téléphone, les ciseaux, le couteau, ça peut être le marteau, la tenue civile interdite. Ce n'est pas ici seulement, mais dans presque tous les sites de l'Atosco. Quelques élèves qui sont peut-être un peu de fabriquer à leur manière, leur modèle, mais ce qui est recommandé à l'état, c'est sans tenue à 2 poches à bas et les épaulettes. Sauf que certains
élèves indisciplinés, eux, ils compliquent encore, ils ramènent parfois les pantalons avec 2 poches à souffler. Parfois, les filles, la tenue avec les fils. Une fois on récupère un élève comme ça, là, on le fait repartir à la maison. Le ministère en charge de l'Éducation nationale, qui ne cesse de faire des pieds et de mains pour instaurer la discipline au sein des établissements, est confronté à l'insouciance de certains élèves qui agissent au mépris des lois. Mais alors, aux grands mots, il faut des grands remèdes. Parmi les écoles en vue dans la ville océane se trouve en bonne place Afrique Élite, une infrastructure scolaire moderne sortie de terre grâce à la volonté de son promoteur, M. Makaya Amédée. Un citoyen qui a en cœur la notion du beau, du bien et surtout de l'avenir des jeunes Congolais. M. Makaya Amédée, qui n'a pas l'intention de s'arrêter en mi-chemin, continue à prendre le taureau par les cornes en faisant grandir la structure. Nous n'en voulons pour preuve que la dernière réalisation en date, l'érection d'un lycée d'excellence, un cadre inédit où on entend former les élites de demain. Thomas Césarien, surveillant général, sans fausse modestie, vante les mérites de ce beau joyau. La structure a été remodelée. C'est trop beau, c'est propre. C'est pour dire qu'il y a des Congolais qui sont en train d'obéir, de pouvoir voir, d'épouser même la vision du chef d'État. C'est ce que le président veut, que les jeunes se débrouillent et que chaque Congolais fasse quelque chose là où il est placé pour que le pays avance. Et nous avons ici Afrique Élite, nous avons les toilettes modernes et propres, bien tenues. Nous avons des gens qui s'occupent des toilettes, Après que l'enfant est passé, quelqu'un passe pour nettoyer. Car nous savons que les toilettes, c'est vraiment le nid des microbes. Nous ne voulons pas que les enfants tombent malades quand ils arrivent chez nous. Et nous avons aussi le bloc informatique, où nous apprenons les enfants les BABA, l'informatique. Chaque enfant de l'école primaire jusqu'au collège doit connaître ce que c'est un ordinateur, ce que c'est un clavier, ce que c'est une souris, c'est quoi une unité centrale. Il doit y avoir une information sur l'informatique. Et nous avons un professeur à demeure qui se charge de ça. Nous avons aussi la bibliothèque. La bibliothèque, c'est là où il y a tous les livres. Un enfant, un livre. C'est le slogan de l'Afrique Élite. Un enfant, un livre. Parce que le livre, c'est l'outil principal d'un enfant. Il doit lire, il doit faire des connaissances, faire des recherches. Et nous avons une bibliothèque pour ça, pour les livres que les enfants puissent lire. Lorsqu'il y a un exercice, il y a un travail à faire, l'enfant peut aller à la bibliothèque, faire ses recherches. Et à la bibliothèque, on essaie d'ajouter, nous avons la connexion Internet aussi. Nous avons le Wi-Fi sur place. Donc s'il y a un livre que l'enfant n'a pas trouvé à la bibliothèque, mais ce livre-là, on peut le trouver sur Google. Sur Internet, on peut avoir un livre. Voilà un peu de façon succincte ce que Afrique Élite vous a gardé. Nous vous prions de venir, peu importe le lieu où vous êtes. Tu es à Ngoyo, tu es à Tchamanzassi, tu es à Mengo, tu es à Luango. Nous avons des bus de transport. Et nos bus sont partout. Il y en a plein. Partout où tu es, le bus amènera ton enfant à la maison. Si c'est à Ngoyo, l'enfant sera à Ngoyo. Si c'est à Monkamba, l'enfant ira à Monkamba. Les bus sont disponibles pour les parents. Nous prions, amenez les enfants. Inscrivez-vous, venez et vous ne serez pas déçus. Afrique Élite, qui se veut vraiment une infrastructure d'élite, entend aller plus loin pour le bonheur des apprenants. Quelques élèves se sont exprimés à notre micro. Je suis très content de revoir mes amis et de nouveaux élèves ici, avec des très bons arrangements pour l'école. Cette nouvelle année, c'est d'ailleurs parmi les 5 pros. D'être toujours parmi les meilleurs pour faire plaisir à mes parents et à Afrique Élite. Entendre parler et toucher du doigt sont deux choses différentes. Alors pourquoi ne pas leur faire confiance en inscrivant nos enfants dans ce beau cadre? Afrique Élite! Sérénité, efficacité, excellence! Afrique Élite! L'école à Madonna, la
Munda, dans la zone économique du port, une nouvelle affaire de vente illégale de terrain opérée par la famille Mbota Raffinerie laisse sans voix la famille Chinyoka Koufoli, surprise d'avoir découvert des plaques d'occupation installées dans la zone où l'État congolais avait déjà procédé il y a plusieurs années à l'indemnisation des anciens occupants. En 1998, la famille Chinyoka Koufoli avait été déclarée propriétaire des lieux. Évidemment, il y a tout ce que vous savez qui s'est passé, les transferts sur les lieux, les enquêtes du tribunal. Mais à la fin, c'est la famille Chinyoka Koufoli qui a été déclarée propriétaire des lieux. Il y a eu un recours par la famille Mbota au niveau de la cour d'appel. La cour d'appel a confirmé cette décision de justice. Mais dès lors que cette famille a été reconnue propriétaire des lieux, elle s'est confrontée à une réalité administrative. Parce que vous savez que le pouvoir public aussi a son mot à dire sur la propriété foncière. Il se trouve que partant de la partie opposée aux citernes de la CORAF jusqu'à ici, c'est une zone qui est réservée au port autonome de Pointe-Noire. Et il y a des textes qui ont été pris à ce sujet. Une situation qui soulève des interrogations sur la recrudescence des transactions foncières illicites dans les zones appartenant à l'État. Cette zone est déjà occupée par la zone économique qui est la ZES. Et la ZES, c'est un ministère qui est dirigé par l'État. Le président de la République a fait des efforts pour créer la zone économique spéciale. Mais aujourd'hui, la zone économique spéciale est spoliée par une famille qui n'est pas propriétaire ici puisque les décisions de justice le prouvent déjà. Nous venons ici pour demander à la population de ne plus acheter des parcelles par ici. Ici, c'est la zone économique. De l'autre côté, c'est la zone du port. Quand vous achetez un terrain ici, dites-vous que vous avez jeté l'argent. Parce que l'État ne reviendra plus dédommager les gens ici. Il s'y est de rappeler que toute occupation irrégulière peut faire l'objet d'un déguerpissement à tout moment sans préavis, conformément à la réglementation en matière de gestion foncière et domaniale. Chaque année, les frères et sœurs de l'association Luzolo Amour au PH célèbrent la fête d'action de grâce pour témoigner leur reconnaissance à l'Éternel Dieu. En effet, ce n'est qu'en cette 4e génération que Dieu a accordé à l'humanité toutes les richesses que recherchaient nos ancêtres Abraham et bien d'autres. Le 12 mars 1996, à 2h35, Dieu a accordé à l'humanité la vie éternelle. Le 12 septembre 1999 à 0h, il a accordé sa vraie paix et le 20 mai 1992, sa grande et terrible lumière. Alors, quelle plus grande richesse sur terre, sinon celle de voir Dieu implanter sa demeure en Afrique? Quelle est cette richesse qui dépasse la vie éternelle accordée le 12 mars 1996 à 2h35 et la paix accordé le 12 septembre 1999 à 0h. Face à ces grâces, un appel retentit. Acclamer le Seigneur, garder ses principes, lui rendre gloire et honneur et balayer nos mésans, c'est-à-dire se détourner du mal sous toutes ses formes, comme l'a souligné Guy-Émile Ofoa-Setikwabo, grand maître de l'OPH, dans un message audio dédié à cette fête. Acclamons le Seigneur, le monde entier, car Dieu nous aime tous. Il nous a donné sa grande et terrible lumière du monde entier. Il nous a accordé ou donné la vie éternelle. Il nous a donné la paix, sa vraie paix. Les dates ont été communiquées de tout ce que je viens de citer plus haut. Il ne nous reste qu'à nous, les hommes de la terre, de balayer nos maisons, garder ses principes et lui rendre gloire. Sinon,
le tout nous a été accordé. Le tout nous a été accordé. La fête d'action de grâce n'est donc pas un simple événement commémoratif. Elle est un appel à la transformation intérieure, à la fidélité à Dieu et à une reconnaissance sincère pour les bienfaits accordés. Le 17 février 1996, à 12h15, l'Éternel Dieu s'adressa à Guy-Émile Houphouët-Sétikouabo en ces termes. « Émile, il n'existe pas deux hommes créés comme toi. Tu n'es pas semblable aux hommes que tu vois sur cette terre. De tous les hommes que nous avons créés, toi seul as été façonné de cette manière. Car l'heure, la minute, la seconde et la date de ta naissance correspondent à l'heure même de l'Esprit Saint. Tu ne dépends pas de toi-même. Tu ne peux rien accomplir de tes propres pensées. Tu dépends de l'Esprit. Quel est donc cet homme qui non seulement a été façonné de manière particulière, mais aussi et surtout né à l'heure, à la minute, à la seconde et à la date même de l'Esprit Saint, si ce n'est l'Esprit Saint lui-même? Une telle déclaration ne peut laisser indifférent le commun des mortels. Darius Abayonga, chargé de l'organisation du Bureau coordonnateur international, est revenu sur cette déclaration lors d'un séminaire sur la personne, la doctrine et la mission de Guy-Émile Houphouët-Sétikouabo. L'heure, la minute et la seconde à laquelle je suis né, c'est l'heure, la minute et la seconde de l'Esprit Saint. Bon, quel est cet homme-là qui va naître à la même heure que l'Esprit Saint? Nous savons que l'Esprit Saint est éternel, l'Esprit Saint c'est Dieu. La tradition biblique nous enseigne que l'Esprit Saint c'est Dieu. Lui, Émile, en fait, il est l'Esprit Saint, puisqu'il est né à l'heure, à la minute et à la seconde de l'Esprit Saint. Eu égard à ce qui précède, il ressort clairement que Guy-Émile Houphouët-Sétikouabo est unique en son genre et qu'il est bel et bien l'esprit de vérité annoncé dans Jean 16, du verset 10 au verset 15. Ne commettons plus la maladresse de nous adresser aux saints et aux anges quand nous sommes dans le besoin, ou de les solliciter quand nous sommes butés. Eux, leur travail, ils le font automatiquement sans qu'ils aient besoin de notre volonté. Si nous sommes dans le besoin, adressons-nous directement à Dieu le Père, à Jésus ou au Saint-Esprit. Dieu, Trinité, saura lui-même qui nous envoyer pour résoudre notre problème. Lorsque nous nous adressons aux saints et aux anges, nous imposons à Dieu un commandement militaire comme pour dire « Dieu, pour résoudre mon problème, envoie-moi l'ange tant ou le saint un tel ». Ce n'est pas gentil et sage de notre part de nous adresser pareillement à celui qui nous a créés. C'est une impolitesse caractérisée. Dans Matthieu 3, verset 11, Jean-Baptiste déclare « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Dans Marc 1, verset 7 à 8, il affirme également « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Ces versets mettent en lumière le ministère de Jean-Baptiste. Son baptême avait pour but de préparer le peuple à la venue du Messie en les appelant à la repentance. Cependant, à travers ces paroles, Jean-Baptiste souligne que le ministère de Jésus
est bien supérieur au sien. L'eau utilisée dans son baptême n'était qu'un symbole. Elle pouvait purifier extérieurement, mais de manière limitée. En revanche, le baptême du Saint-Esprit apporté par Jésus purifie l'homme en profondeur, transformant à la fois son cœur et son esprit. Seul l'Esprit Saint a le pouvoir de purifier véritablement l'homme. En parlant de Jésus, Jean-Baptiste reconnaît son infériorité et l'immense supériorité du Messie. Il va même jusqu'à dire qu'il n'est pas digne de délier la courroie de ses souliers. Par cette déclaration, Jean montre qu'il s'efface volontairement pour mettre en avant la grandeur de Jésus. Il voulait ainsi faire comprendre aux pharisiens et aux sadducéens que son baptême d'eau était limité et ne pouvait être comparé à celui que dispenserait Jésus. Jean mettait en évidence la différence entre un rituel symbolique et une transformation profonde opérée par l'Esprit de Dieu. Le baptême est un élément de purification. Quand nous lisons les Saintes Écritures, il y a eu le baptême que nous connaissons tous, le baptême de Jean, en fait, qui amenait les gens à la repentance. La repentance ici, c'est dans le sens que l'homme devrait se séparer radicalement du péché. C'était ça son baptême. Qu'on dise baptême d'eau, qu'on dise baptême de Jean, baptême de repentance, en fait, c'était un seul baptême. Baptême d'eau parce que l'élément qui servait à la purification, c'était l'eau. Baptême de Jean parce que celui-là qui avait reçu le ministère de pratiquer ce ministère-là, c'était Jean. Baptême de repentance parce qu'il conduisait les gens à la repentance, à changer de mentalité, à changer d'esprit, c'est-à-dire de se séparer du péché. Mais Jean était clair. Il dit, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, dont je ne suis pas digne de délier même le courroie de ses sandales, va vous baptiser du feu et du Saint-Esprit. Ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. Donc en réalité, il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit quand nous croyons en Jésus-Christ. Le baptême d'eau, autrement appelé le baptême d'immersion, était un baptême temporel. Ce n'est pas un baptême qui devait rester de manière sempiternelle, ce n'est pas un baptême qui devait rester de manière atemporelle, mais que c'était l'œuvre de Jean. Mais après lui viendrait le Christ Jésus qui baptiserait non plus d'eau, mais du Saint-Esprit. Étant donné que Guy-Émile Foix-Sétikwabo poursuit la mission secrète de Jésus-Christ, le baptême pratiqué dans l'association Lozolo Amour au PH, deuxième nation de l'Éternel Dieu, ne peut être que celui du Saint-Esprit dispensé par Jésus. Les membres de cette association le reçoivent dès l'accomplissement de la loi des sacrifices. Mais à Lozolo dire que nous ne baptisons pas, c'est-à-dire quand on parle du baptême, ils font peut-être allusion au baptême d'eau. Mais pourtant, Jean l'avait dit, le baptême là devrait cesser quand Jésus-Christ devrait venir. Mais à Lozolo, nous avons notre baptême. Quel baptême? C'est le baptême du feu et du Saint-Esprit. Du feu, pourquoi? Parce que hier, c'était le baptême d'eau, aujourd'hui, c'est le baptême du feu. Donc, le Saint-Esprit baptise avec le feu, voilà qu'on dit le baptême de feu. Et celui-là qui baptise, c'est le Saint-Esprit. Nous pratiquons dans Lozolo ce qu'on appelle la loi des sacrifices. Quand je me mets à pratiquer cette loi, quand je passe par exemple membre confirmé, j'ai mon baptême. C'est le baptême de l'esprit. Ce n'est plus le baptême d'eau que pratiquait Jean. Donc à Lozolo, si nous parlons de baptême, c'est le baptême de l'esprit, le baptême de feu, mais pas le baptême d'eau. Étant donné que l'Écriture sainte elle-même dit que le baptême d'eau, le baptême d'immersion devait passer et qui serait remplacé par un baptême plus important, en l'occurrence celui du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous, à Lozolo, nous ne baptisons pas d'eau, mais nous baptisons du Saint-Esprit conformément à cette directive qui se trouve dans l'Écriture sainte. Et nous sommes baptisés du Saint-Esprit à partir du moment où nous devenons membres confirmés, membres du Christ, pour répandre le terme le plus connu dans la Bible. À la lumière de ce qui précède, on comprend aisément que le baptême d'eau n'a plus de raison d'être, ayant cédé la place au baptême du Saint-Esprit. Car Jean lui-même a déclaré, « Je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. »